citerne qui venait de Zender et qui transportait 64 000 litres de carburant. Il s'est renversé en bordure de la route avec l'essence fuyant de la citerne. Selon les témoignages, c'est une étincelle qui se serait échappée du moteur d'une moto encore en marche. C'est ce qui a déclenché un début d'incendie sur environ 600 mètres, suivi d'une violente explosion. Malheureusement, on dénombre 7 victimes, dont 5 à Gueuta et 2 autres transportés d'urgence à Tessawa. Avisé par les autorités départementales, le secrétaire général de la région s'est rendu sur le lieu du sinistre. Sur place, Harouma Man s'est recueilli sur la fosse commune où les 5 victimes calcinées ont été inhumées. Juste après, la délégation s'est transportée au niveau du village pour exprimer sa vive compassion au nom des plus hautes autorités de notre pays, aux familles endeuillées. Une fatia a été dite pour le repos éternel des âmes des disparus. Occasion pour le secrétaire général de la région de lancer un appel à la population d'être respectueuse des scènes d'événements en pareilles circonstances et aux chauffeurs des camions citernes d'être vigilants et prudents. Ce qu'il faudrait déplorer ici, que la population fasse extrêmement attention. Un accident d'un camion qui transporte du liquide inflammable, c'est un danger qu'il ne faudrait pas approcher. Et les gens, malheureusement, à la recherche du gain facile, ils viennent souvent pour se ravitailler. Et cela conduit au drame. Mais nous tenons toujours à attirer l'attention des chauffeurs d'observer toujours la prudence. Parce que souvent, ces accidents-là sont dus effectivement à l'imprudence des chauffeurs. Des précédents, il y a 3 ans déjà, en mai 2019, le Niger avait connu un drame similaire. 60 personnes avaient été tuées dans l'explosion d'un camion-citerne à Niamey. Et j'annonce que nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Madame Michaëlle Jean. Michaëlle Jean est 27e gouverneur général et commandante en chef du Canada. Elle est chancelière de l'Université africaine de développement EDU et de l'Université de Waterloo. Madame Michaëlle, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être passée sur Télé Sahel. Donnez-nous le motif de votre visite au Niger. Au fait, le motif est très très réjouissant. Il est presque peu commun, c'est peut-être même une première qu'une même personne soit chancelière de 2 universités. Et lorsque j'ai été approchée par le fondateur de l'Université africaine de développement, The African Development University, parce qu'elle est bilingue, c'est la première université bilingue en français et en anglais sur le continent africain, j'ai été séduite tout de suite par la philosophie de cette institution, cette volonté de penser sur la fois des perspectives africaines et des besoins sur le continent africain, des solutions et de renforcer des compétences et des capacités, de former massivement. Et donc j'ai demandé à l'université de Waterloo s'il était possible pour moi de considérer cette proposition et d'être à la fois chancelière de l'université de Waterloo et de celle-là panafricaine, basée donc ici à Niamey. Et donc c'est formidable parce que d'emblée, on pense collaboration, on pense partenariat. Par exemple, de joindre c'est la spécialité de Waterloo, notre faculté et nos programmes en intelligence artificielle, en nouvelles technologies, à un programme similaire créé aussi à l'Université africaine de développement ici à Niamey. Donc c'est génial, c'est extrêmement réjouissant. D'accord. Et quelles sont les perspectives pour EDU? Alors, les perspectives sont les suivantes. D'abord, il faut savoir que les universités canadiennes, et je parle aussi au nom de l'Université d'Ottawa, dont j'ai été aussi déjà auparavant la chancelière, une université elle aussi bilingue, en français et en anglais, le plus grand campus bilingue dans ces 2 langues dans le monde, et qui offre toutes ces formations, toutes ces recherches, et qui produit tous ces contenus dans ces 2 langues, et qui est très très intéressé par la très belle aventure de l'Université africaine de développement, The African Development University, parce que d'une part, elle est née de la vision de jeunes Africains, des jeunes Africains diplômés qui ont envie de servir le continent africain, et en particulier bien sûr Kader Kaneh, qui est le fondateur, qui veut vraiment servir son pays, le Niger. Et c'est formidable parce que
la plupart des étudiants, la très grande majorité des étudiants sont des boursiers et des boursières. 70% sont des étudiantes, donc des femmes, avec une envie extraordinaire de vivre là, une aventure d'émancipation, de professionnalisation, et qui travaillent extrêmement fort. Ces étudiantes et ces étudiants viennent de toutes les régions du Niger. Donc c'est pas Niamey qui est là, c'est tout le Niger qui est là. Et j'étais très très émue hier au moment de la célébration des 5 ans de l'université et de la remise des diplômes, de m'imaginer comment ces jeunes venant du pays profond et de situations souvent très très précaires quand même, pouvaient se sentir alors qu'on était vraiment dans le centre des conférences, dans cet espace absolument magnifique, et qu'on célébrait leur succès. C'était magnifique. D'accord. Oui. Et quel est selon vous le point d'ordre de votre séjour? Alors moi je dirais que beaucoup d'espoir, parce que l'idée pour moi c'est vraiment de pouvoir jumeler au mieux des universités canadiennes à cette université africaine du développement. C'est de pouvoir vraiment en faire un espace d'excellence, et je remercie le président de la République d'avoir été présent. Je remercie vraiment les autorités, les décideurs, les institutions qui sont venues nombreuses pour célébrer voilà, cette université dont l'intention est si louable et dont le dynamisme est absolument extraordinaire. Donc, voilà. Voilà, merci Michaël Jean. Je rappelle que vous êtes 27e gouverneur général et commandant en chef du Canada. Vous êtes également chancelière de l'Université africaine de développement EDU et de l'Université de Waterloo. Et depuis hier, vous êtes officier dans l'ordre des palmes académiques du Niger. Merci d'être passé nous voir et restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. Merci. Le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a dépêché le ministre du Commerce auprès du président de la République du Congo, Al-Kash Al-Hada, a remis au président Denis Sassou Nguesso une invitation du président Mohamed Bazoum pour participer au 17e sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique et la ZLECLAF qui se tiendra en novembre à Niamey. Le compte rendu de la télévision congolaise. Le 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation, la diversification économique et la zone de libre-échange continentale africaine se tiendra à Niamey au Niger le 25 novembre prochain. L'annonce émane d'Al-Kash Al-Hada, ministre nigérien du Commerce, qui a été reçu en audience à la résidence du Plateau ce samedi 29 octobre 2022 par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. À cette occasion, Al-Kash Al-Hada a remis au chef de l'État l'invitation du président du Niger, Mohamed Bazoum, sollicitant la participation de son homologue congolais à ce sommet. Et je viens donc de transmettre ce message à son Excellence le président de la République, qui a bien voulu donner son accord à la participation du Congo à ce sommet d'importance. Également, le président de la République a évoqué une question extrêmement importante dont il est en charge, notamment la mission qui lui a été confiée dans le cadre du règlement de la question interne libyenne. Et comme son Excellence le président Mohamed Bazoum fait également partie du comité des 5, il m'a également chargé donc de lui transmettre un message dans ce sens d'une prochaine rencontre qui va y avoir lieu. Les 3 problématiques qui seront à l'ordre du jour des assises de Niamey épousent bien l'agenda 2060 de l'Union africaine, une Afrique des peuples. Pour le ministre nigérien du Commerce, les contributions du président Denis Sassou Nguesso à ce sommet seront d'un apport capital. Et évidemment, pour que la zone de libre-échange soit véritablement opérationnelle, il faut que l'Afrique s'industrialise et donc qu'elle produise évidemment beaucoup de biens, suffisamment de biens, afin de pouvoir les échanger entre nos différents États. Tout à l'heure, son Excellence le président Denis Sassou Nguesso a fait part d'un des grands défis qui est le nôtre sur le continent, c'est le défi de transport, des infrastructures, et il a parfaitement raison d'évoquer ces grands défis auxquels nous devrons faire face pour pouvoir bien commercer entre nos États. A noter que, outre les questions multilatérales, Denis Sassou Nguesso et son interlocuteur ont également évoqué les questions touchant à la coopération excellente qui existe entre Brazzaville et Niamey.
La communauté turque au Niger a célébré le 29 octobre la fête commémorant la proclamation de la République de Turquie. Les responsables des institutions nigériennes, les diplomates étaient présents à cette fête aux côtés de l'ambassadeur de Turquie au Niger, Pascal Sessou-Gautier et Hassan Moussa. Dans un esprit patriotique, la communauté turque a célébré le 99e anniversaire de la proclamation de la République. L'ambassadeur de la Turquie au Niger s'est réjoui de la présence massive de ses compatriotes, des responsables des institutions nigériennes, des diplomates et surtout de la bonne organisation de cette cérémonie. À l'aube de son centenaire et forte de son expérience démocratique, la République de Turquie possède une population jeune et dynamique qui représente un arbre de stabilité dans une région sous tension. La devise du fondateur et premier président de notre République, Mustafa Kemal Atatürk, paix dans le pays, paix dans le monde, continue de nous guider dans nos actions tant à l'intérieur de notre pays qu'à l'étranger. Nous avons œuvré pour que la Turquie devienne un pays dont la démocratie est prise pour exemple, dont l'économie est impressionnante, dont la diplomatie est suivie avec intérêt et qui préserve son unité nationale et sa fraternité de la manière la plus ferme. La Turquie reste aujourd'hui l'un des pays avec lequel il faut désormais compter à l'échelle mondiale au vu de ses avancées multiples dans plusieurs secteurs socio-économiques. Elle entretient d'excellentes relations avec le Niger. Les relations bilatérales entre la Turquie et le Niger sont au fixe et s'étendent dans plusieurs domaines grâce à la volonté politique commune du président turc, son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, et du président nigérien, son Excellence Mohamed Bazoum. Des visites mutuelles de haut niveau illustrent cet élan, en particulier la visite de son Excellence Mohamed Bazoum en Turquie dernièrement, dans le mois de mars 2022. La santé et l'éducation constituent les principaux axes de cette coopération. C'est ainsi que l'hôpital et l'école d'amitié Niger-Turquie des coopérants turcs assurent un service remarquable pour des milliers de Nigériens. Par ailleurs, l'ambassadeur de la Turquie au Niger a une pensée à l'endroit du gouvernement et à l'ensemble du peuple nigérien, victime des dernières attaques terroristes survenues dans la région de Tillabéri. Ouzgour Sinar a pour finir réaffirmé l'engagement et la volonté de son pays à soutenir davantage le Niger. Et nous revenons sur le ministre du Commerce. Après le Congo, il était au Kenya où il a rencontré le président William Ruto. Et en Éthiopie, il a également rencontré la présidente Sahle-Work Zewde. Et enfin, au Gabon, il a rencontré Madame le Premier ministre Rose Christiane Osuko Rapenda. Il leur a remis donc la même invitation du président de la République, Mohamed Bazoum. Le ministre de l'Équipement a effectué ce vendredi une mission de travail dans la région de Difa. Gado Sabo Mokhtar s'est rendu sur le chantier d'aménagement et de bitumage de la route Maïna-Soroa Gaïdam avant d'effectuer des visites sur le chantier Difa-Ngengimi, frontière Tchad. Objectif, constater l'avancement des travaux. Précision Moussa Hamani et Hassan Abdou. Cette mission du ministre de l'Équipement, M. Gado Sabo Mokhtar, l'a conduit d'abord à Ménesoroa où il a été accueilli par le préfet de cette localité avant de visiter le chantier d'aménagement et de bitumage de la route Ménesoroa-Guédam d'une distance de 8 km exécutée par l'entreprise Barka. Ici, M. Gado Sabo Mokhtar a tenu à voir toutes les étapes du chantier en vue de constater concrètement l'avancement des travaux qui est à un taux d'exécution de 43%. De retour de Ménesoroa, la délégation ministérielle a marqué un arrêt à la base vie de l'entreprise Barka avant d'effectuer une visite au niveau de la voirie de Difa, y compris la digue de protection de la ville contre les inondations dues au débordement de la rivière Komadougou-Yobé.
Dans le même ordre d'idée, la mission ministérielle s'est aussi rendue au village de Kangouri où les eaux ont complètement englouti la route au grand désarroi des usagers et des populations riveraines menacées par la progression des eaux. Des eaux d'une grande ampleur qui rendent difficile le déplacement du cortège ministériel qui devait se rendre au village de Kintandi sur le chantier de la route Difa-Ngidimi frontière Tchad, l'O1. Ce chantier, exécuté par l'entreprise générale des bâtiments des travaux publics sur une distance de 40 km. Après la visite de la base vie de cette entreprise, pour constater la disponibilité et l'efficacité du matériel, le ministre de l'Équipement s'est rendu à Ngidimi afin de visiter le chantier de la route Difa-Ngidimi frontière Tchad, l'O2, dont le maître d'œuvre est l'entreprise Moussawazir. Le ministre de l'Équipement et sa délégation ont parcouru le chantier jusqu'à la frontière Tchad afin de bien voir la progression de l'ouvrage qui a un taux d'avancement physique global de 66,89% à la grande satisfaction du ministre. La mission, c'est juste pour venir voir l'évolution de nos chantiers. J'ai visité 3 chantiers qui sont financés par la CNPC de la région de Difa. Il y a le chantier Meni-Guédam qui aujourd'hui a effectivement un retard et je suis venu constater quelles sont les raisons et pourquoi et comment on peut changer un petit peu pour respecter les engagements qu'on a pris. Sinon, sur les 2 autres chantiers, le chantier de l'entreprise EGBTP qui a un taux de consommation de lait de 30%, mais qui a un avancement de plus de 35%. Donc c'est un projet qui suit son cours normalement. Le dernier projet que j'ai visité, c'est le projet Ngidimi frontière Tchad. C'est un projet sur 40 km qui est à un taux d'avancement de 106% pour un délai consommé de 88%. Donc c'est un chantier qui suit son cours normalement, qui est en réalité un grand défi technologique et technique aussi parce que c'est dans des conditions très très difficiles. Et puis tous ces 3 projets, en particulier les 2 projets sur la région de Ngidimi sont impactés par cette inondation-là. On va essayer d'apporter des solutions avec l'aide de ces entreprises elles-mêmes d'ailleurs, qui ont déjà contribué au traitement des problèmes en termes de réponse d'urgence. Tout au long des différentes visites, le ministre de l'Équipement a reçu des explications pertinentes sur l'avancement des travaux des différents chantiers avant de tenir des réunions avec les entreprises partenaires et les cadres du ministère de l'Équipement en vue de prendre des mesures urgentes et efficaces pour le bien-être des populations. Le ministre de l'Élevage, porte-parole du gouvernement, a pris part du 25 au 27 octobre 2022 à Casablanca, au Maroc, à la 23e édition du Salon avicole d'Awa-Guinée, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté Mohamed VI. Il s'agissait de prospecter les voies et moyens de dynamiser l'agrobusiness, un vœu cher au président de la République. Commentaire, Lawali Moutari Mensara. Le ministre de l'Élevage, Tijani Idrissa Abdulkadri, a assisté à l'inauguration officielle au Centre international de conférences et d'exposition de l'Office d'échange de Casablanca de cette 23e édition du Salon avicole d'Awagine, en présence du ministre marocain de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki. Grâce aux efforts engagés par l'État et les professionnels, le secteur avicole au Maroc génère un chiffre d'affaires de 32,4 milliards de dirhams et permet la création d'environ 465 000 emplois directs et indirects. Nous sommes au Maroc depuis quelques jours dans le cadre du Salon avicole, la 23e édition que le Maroc organise chaque année, pour voir l'expérience marocaine en termes de développement de la filière avicole. Nous inspirer de leur expérience et voir comment est-ce que nous pourrions asseoir un partenariat technique et avec le secteur privé marocain, mais également voir un peu comment nous pourrions renforcer notre partenariat avec le gouvernement marocain. Donc nous sommes impressionnés par ce que nous venons de voir, parce que la filière avicole fait partie au Niger des 3 filières sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Nous sommes dans une perspective générale de modernisation de notre élevage et l'aviculture est un
des programmes que nous souhaiterons très rapidement développer. Mais en plus de l'aviculture, nous savons que le Maroc a une grande expérience en termes de production laitière. Donc nous allons également nous avons pu examiner avec le ministre cette question également, et nous allons asseoir très rapidement aussi un cadre formel de partenariat. Des experts marocains vont se rendre à Niamey et pour faire un état des lieux et voir comment est-ce que très rapidement nous allons débuter ce partenariat avec le gouvernement marocain, mais également avec le secteur privé. En marge de la manifestation, 3 conventions de partenariat ont été signées par la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole du Maroc avec celle du Niger et du Soudan. Le ministre Tijani Idrissa Abdul Kadri et son hôte marocain devaient par la suite visiter les stands sur le site du salon avicole de Casablanca. Il a également visité des fermes avicoles, des abattoirs modernes et des laiteries. Des visites qui participent à cette volonté clairement affichée par le ministère pour développer 3 filières: production et commercialisation laitière, intensification des cultures fourragères et l'amélioration des races. Le gouverneur de la région de Niamey a réceptionné ce matin 700 tables bancs offerts par la ville de Niamey à certains établissements de la capitale. C'était en présence des responsables de la mairie de Niamey et de la direction régionale de l'éducation nationale. Abdelkader Yaye et Lawali Yahya. Après la construction de 150 classes en paillotte et la dotation de 400 tables bancs dans plusieurs établissements de la région de Niamey, le gouverneur Oud Ambouka a réceptionné ce matin 700 autres tables bancs offerts par la ville de Niamey sur une prévision de 2650 tables bancs pour cette année académique 2022-2023 au niveau de la capitale. En remettant ce don à la direction régionale de l'éducation, le gouverneur de la région de Niamey a beaucoup insisté sur l'utilisation et la sécurisation de ce matériel afin qu'il serve aussi à d'autres générations d'apprenants. Nous avons demandé à la section lycée-collège de sensibiliser surtout ces petites classes-là pour qu'on gère correctement ces tables bancs. Ouais, aujourd'hui, quand on va dans certains établissements, les carcasses sont nombreuses. Ça fait des centaines. Et si chaque fois il faut casser, il faut reprendre, le besoin alors sera éternel. Et quand est-ce qu'alors on va pouvoir pourvoir à tous ces besoins pour que l'accalmie, les conditions d'études, qu'elles faillent dans l'établissement. Pour le directeur régional de l'éducation, cette table banc vient combler un vide dans certains établissements. Il n'a pas manqué aussi de remercier le gouvernorat et la ville de Niamey d'avoir honoré leur engagement. Aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction et nous allons tenir compte de tous les conseils avisés que le gouverneur vient de donner. Le tout n'est pas de les confectionner, c'est de pouvoir bien gérer ça, c'est d'éviter que ce soit vite détérioré. Et nous allons faire un travail de sensibilisation d'un commun accord avec tous les partenaires, notamment la section lycée et collège. Mais nous allons aussi aller vers les chefs d'établissement, vers les enseignants, les parents. Enfin, c'est au tour du SG de la section lycée et collège de prendre la parole pour lancer un appel à tous ses membres pour une utilisation rationnelle de ces tables bancs. Nous sommes en train de réceptionner des tables bancs qui va dans notre avantage parce que après tout, nous l'avions demandé. Et vraiment, nous espérons que ça soit continuel. C'est vrai, nous avons demandé 2650 tables bancs pour les établissements qui sont dans une situation très très délicate, c'est-à-dire pour ceux qui urgent. Évidemment, nous avons vu ça commencer et nous espérons que dans un bref temps, ça va finir. Il faut noter que dans les jours à venir, le restant des tables bancs seront réceptionnés et acheminés dans tous les établissements bénéficiaires. Et je vous donne lecture de ce communiqué de la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN. Les partis membres de la MRN ont appris avec émoi et non sans surprise la sortie tonitruante de l'opposition politique le vendredi 28 octobre 2022. Au regard de la situation qui a prévalu du 22 au 24 octobre dans la région de Tillabéri, notamment dans le département de Bani-Bango, dans le village de Congo-Touré, commune rurale de Namaro, et Tamou, département de Saï, les partis politiques de la MRN présentent leurs condoléances les plus attestées aux familles de toutes les victimes tombées en ces douloureuses circonstances et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés.
Au moment où ces événements viennent nous rappeler malheureusement le défi sécuritaire auquel sont confrontés le Niger et le Sahel, que certains profitent de ces circonstances douloureuses et affligeantes pour rechercher une virginité politique en se dressant comme des messies. C'est dans ces circonstances de deuil et de consternation que certains de nos compatriotes veulent se frayer un chemin en appelant à des enquêtes indépendantes et la démission des membres du gouvernement suite aux événements survenus, alors que le gouvernement, sous la conduite éclairée de Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, s'emploie à apporter des solutions idoines à un retour rapide de la paix. Au lieu de s'inscrire dans cette voie, ses compatriotes s'évertuent vers une cécité politique sans lendemain. Sur ces événements, le gouvernement a dans son engagement d'informer régulièrement les Nigériens et les Nigériennes par la voix de Monsieur le ministre de la Défense nationale, dresser opportunément un bilan provisoire et à chaud des différentes attaques survenues du 22 au 24 octobre 2022 dans la région de Tillabéri. Ce bilan provisoire ne constitue en aucun cas un bilan définitif, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, les opérations de ratissage sont en cours et nous notons que des personnes portées disparues ne sont pas encore retrouvées. Pour preuve, le gouvernement a dépêché le ministre en charge de la sécurité pour voir de visu la situation. Comment comprendre dans ces conditions que certains Nigériens, soi-disant alerteurs sur les réseaux sociaux et hommes politiques, s'empressent pour faire la morale au gouvernement en poussant l'outrecuidance de leur chauvinisme pathétique? Les partis politiques membres de la MRN rappellent aux Nigériennes et aux Nigériens que le président de la République, chef de l'État et le gouvernement ainsi que nos forces de défense et de sécurité restent sur la constance de leur engagement à mener un combat sans merci contre le terrorisme et le banditisme transnational. Les partis politiques membres de la MRN réaffirment leur soutien indéfectible d'une part au gouvernement pour les efforts inlassables qu'il mène pour un retour rapide de la paix et de la sérénité au Niger et d'autre part aux forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme dans cette guerre asymétrique contre le terrorisme et le banditisme transnational. La mouvance pour la renaissance du Niger MRN, sans s'ériger en donatrice de leçons, met en garde l'opposition politique et ses pantins d'une certaine organisation de la société civile contre toute tendance à mimétiser sans aucune conviction de bâtir l'un des seins funestes de troubles à l'ordre public dans leur vaste retour sur des questions réglées par l'Assemblée nationale depuis quelques mois. Les partis politiques membres de la MRN sont convaincus qu'il est illusoire et suicidaire de penser que le combat contre le terrorisme peut être gagné sans la solidarité internationale. C'est pourquoi ils rappellent que les amis du Niger sont les bienvenus auprès de nos communautés dans leur combat pour la paix et le développement, dans le strict respect de notre souveraineté nationale. Conséquemment à ce qui précède, les partis politiques membres de la MRN rappellent toutes les militantes et tous les militants à rester mobilisés pour déjouer toute tentative de déstabilisation de notre démocratie. La suite de cette édition tenue hier à Arlit du Conseil exécutif fédéral du PNDS Tareya pour le compte de la région d'Agadez. Ces assises qui ont vu la participation de nombreux militantes et militants du parti ont été présidées par le président exécutif national du PNDS Tareya par intérim Foumokoy Gado. Le récit de Diallo Abdel-Jalil et Bachir Harouna. Les assises du Conseil fédéral électif du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme au titre de la région d'Agadez se sont déroulées en plusieurs tableaux dans le décor entièrement rose du siège de la section PNDS Tareya d'Arlit, plein à craquer. À lever de rideau, d'abord une fatia, puis l'hymne du parti. Le tout suivi d'une riche animation culturelle exécutée par plusieurs troupes, parmi lesquelles la troupe Al-Bishir de Tchiro donne les chansons retraçant les différentes péripéties de l'élogieuse histoire du PNDS Tareya ont galvanisé les militants et sympathisants du parti.
L'assistance va par la suite suivre plusieurs interventions et parmi celles-ci, on peut retenir le mot de bienvenue du président de la section PNDS d'Arlit, l'allocution du coordinateur régional Al-Kassoum Indatou, qui a tout d'abord rendu hommage aux militaires rappelés à Dieu avant d'expliquer les raisons du choix de la ville d'Arlit pour abriter les travaux de ce conseil fédéral. Intervenant à son tour, le président par intérim du parti Foumakoy-Gado a, après s'être réjoui de l'accueil chaleureux auquel ils ont eu droit, demandé au nouveau bureau fédéral qui sera installé de maintenir l'unité et la cohésion du parti et d'inscrire ses actions en harmonie avec les lignes directrices de celui-ci afin que le PNDS garde sa place de première force politique de la région, comme l'attestent les résultats des différentes échéances électorales. Vous, les militants du PNDS Tareya, vous avez su hisser haut les couleurs de notre parti en faisant de lui le plus grand parti et le plus stable sur l'échiquier politique régional. À titre illustratif, nous pouvons souligner les résultats ci-dessous. Notre parti s'est classé premier aux élections présidentielles, premier et deuxième tour, avec respectivement 47,16% et 77,45%. Le PNDS Tareya s'est classé premier aux élections législatives avec 5 sièges de députés sur 7 que compte la région, soit 71,4%. Nous sommes également au premier rang en termes de conseillers municipaux avec 13 maires élus sur les 15 maires de la région, soit 85%. Le PNDS Tareya, enfin, s'est classé premier aux élections régionales avec 18 sièges de conseillers régionaux sur 35, soit 51%. Cette prouesse au régional nous a permis d'avoir la présidence du conseil régional. Chers camarades, comme on le constate donc, pour toutes les élections, nous avons pu franchir la barre tant convoitée de 50% avec une moyenne qui se situe à 66%. Au terme du conseil exécutif fédéral du PNDS Tareya de la région d'Agadez, dont les travaux se sont déroulés dans un climat de grande sérénité, plusieurs motions et résolutions ont été formulées. Considérant la vision politique du président de la République sur le choix des partenaires en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme au Sahel, considérant le leadership du président de la République sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme au Sahel et à l'international, considérant les efforts importants faits par le gouvernement à travers le budget national dans les secteurs de défense et sécurité de notre pays, le Conseil fédéral électif, tenu à Arlit le 29 octobre 2022, soutient et encourage le président de la République pour toutes les actions positives engagées en faveur du Niger. La clôture de ces assises est intervenue par la présentation des membres du bureau exécutif fédéral nouvellement investis pour animer la vie politique du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya au niveau de la région d'Agadez avec comme président le député Bachir Abdelaziz Sidi, reconduit à l'unanimité. Restons à Arlit où les militants d'une autre formation politique se sont réunis pour rendre publique une déclaration à l'issue de laquelle ils quittent leur parti pour adhérer au PNDS Tareya. Déclaration d'adhésion. Camarades militants et militantes de la région d'Agadez, réunis ce jour à Arlit, rendons la déclaration dont la teneur suit. Suite à l'appel de son Excellence, le président de la République, Mohamed Bazoum, lancé à tous les Nigériens et les Nigériennes, épris de paix et de sécurité, considérant la nécessité impérieuse de faire une union sacrée autour des idéaux de la République pour bâtir un Niger meilleur, convaincu qu'une nation ne peut prospérer sans paix ni sécurité. Vu la volonté de son Excellence, Monsieur le Président Bazoum Mohamed a travaillé pour le bonheur du peuple nigérien, comme on peut le constater à différentes échelles, dont
Au plan sécuritaire, contrairement aux autres pays de la sous-région, victimes du terrorisme, grâce aux efforts du président de la République, la situation s'est améliorée et aucun pan ou aucun centimètre carré de notre territoire n'est occupé par les forces terroristes. Au plan social, la priorité donnée à la scolarisation des jeunes, la poursuite de la construction des hôpitaux de référence, la concrétisation enfin du barrage de Kandaji pour une indépendance énergétique et une autosuffisance alimentaire. La réalisation des routes et surtout le début et la réalisation de la route qui nous concerne, la RTA. Pour ne citer que cela, c'est pour toutes ces raisons que nous décidons d'adhérer au parti PNDS-Taraya. La section régionale MNSD Nassara de Zender a organisé une conférence extraordinaire, une conférence au cours de laquelle des délégués ont été installés. Le vice-président du parti MNSD Nassara a saisi l'occasion pour décliner l'objectif visé à travers cette rencontre. Hawa Wali. Placés sous le thème « Les militants de la section MNSD Nassara de Zender face à leurs responsabilités », la présente conférence régionale extraordinaire a débuté avec l'hymne du parti, l'installation des délégués, les mots de bienvenue par le président de la coordination MNSD Nassara de Tanout. Et ensuite, l'objet de cette assise décliné par le vice-président de la section MNSD Nassara Mohamed Mahmoudou, qui est l'examen de la situation sociopolitique du parti, la cohésion, l'unité au sein du MNSD, entre autres. Cette conférence a été ensuite sanctionnée par des résolutions. La conférence régionale extraordinaire de la section MNSD Nassara de Zender, conformément aux dispositions de l'article 6 alinéa 4 du règlement intérieur, décide de la suspension de son président, M. Abdou Adam. La conférence régionale extraordinaire de la section MNSD Nassara de Zender exhorte le président par intérim d'œuvrer à la cohésion et à l'unité du parti et appelle les militants et militants d'apporter leur soutien au président intérimaire. La conférence régionale extraordinaire de la section MNSD Nassara donne mandat au président de pourvoir aux postes vacants et par la même occasion de corriger les anomalies constatées dans le bureau de la section, le bureau de sous-section et le bureau de coordination départementale, et c'est conformément au texte du parti. La conférence régionale extraordinaire de la section MNSD Nassara de Zender apporte son soutien ferme et indéfectible à son Excellence Elhadj Seyni Omar, président du bureau national, président du parti. Ainsi, la présidence du bureau régional de la section MNSD Nassara revient à Ousmane Barmo, coordinateur de Tanout, qui a tenu à remercier les militants pour cette confiance placée à sa modeste personne avant de la confier à Mohamed Mahmoudou pour raison de l'âge, a-t-il précisé. Occasion pour le nouveau président régional du bureau de la section MNSD par intérim de remercier tous les militants et sympathisants de Nassara et de les inviter ensemble de corriger les anomalies de fonctionnement constatées dans le bureau antérieur. Notons que cette conférence a été sanctionnée par l'intervention du président régional de la MRN, Mohamed Salah, et bien d'autres militants. Le PNDP à Kalkassa a organisé hier une assemblée générale du renouvellement du bureau politique régional. À l'issue de cette assemblée générale, marquée par le discours du président national du parti nigérien pour la paix et le développement, un nouveau bureau a été mis en place. Aritrosa et Ali Abou.
Cette assemblée générale tenue ce matin à Zender du Parti nigérien pour la paix et le développement PNPD à Kalkassa est consacrée au renouvellement du bureau régional de Zender qui a permis ainsi de choisir des hommes et des femmes qui conduiront la gestion des activités courantes du parti au niveau de la région de Zender. En ouvrant les travaux de l'assemblée générale, le président national du parti PNPD à Kalkassa a tout d'abord demandé une minute de silence à la mémoire des soldats tombés sur le champ d'honneur en défendant la patrie. Permettez-moi également d'adresser mes vives salutations et tous mes remerciements envers le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, chef de l'État, chef suprême des armées et premier magistrat du Niger, pour ses efforts multiples en faveur de l'émergence démocratique dans notre pays. Militants et sympathisants du Parti nigérien pour la paix et le développement PNPD à Kalkassa. Au regard du contexte, le bureau politique national vous exhorte à résister vaillamment à toutes les formes de manœuvres sournoises de certains dont le seul objectif est de déstabiliser notre cher parti. Chers camarades, face à l'adversité, nous devons rester vigilants, unis, solidaires pour le rayonnement de notre institution politique dans l'intérêt supérieur de notre chère nation. C'est le gage de notre engagement politique. À l'issue de ces travaux, un bureau régional a été mis en place par consensus. Il s'agit du président du bureau régional, Ilia Adamou, vice-président Maman Aminou Habou, secrétaire général Moutari Manzo, trésorière générale Koubra Harou. Le président du RNDP, Anema Banizumbu, a tenu ce matin une assemblée générale à Dosso. Les détails avec Ali Hachibou et Harissou Garba. Les travaux de cette assemblée générale du parti Rassemblement nigérien pour la démocratie et la paix RNDP à Nema Banizumbu ont débuté par l'exécution de l'hymne du parti et du chant des bienvenus. S'en est ensuite suivi l'allocution des bienvenus du coordinateur régional du parti RNDP Anema Banizumbu qui a vivement remercié et félicité tous les militants et militantes qui ont effectué les déplacements. Après quelques séquences d'animation des troupes culturelles, le président du parti a pris la parole pour annoncer cette prouesse du RNDP Anema Banizumbu avec l'adhésion de nombreux militants des autres formations politiques de la place. Il y a de cela 10 mois que s'était tenue notre dernière grande rencontre de ce genre, tenue ici même à Dosso. Lors de cette réunion, nous avons encouragé et félicité toutes les militantes et tous les militants pour leur don de soi. Aussi, la réunion a demandé aux camarades de continuer l'élargissement du parti. Dieu merci, les choses avancent et j'ai l'honneur et la joie de vous annoncer que nous allons recevoir aujourd'hui même l'adhésion de nombreux militants et pas des moindres. Comme à nos habitudes, nous ne pouvons pas nous réunir sans évoquer la situation politique du pays. C'est ainsi que nous apportons tout notre soutien à son Excellence M. Mohamed Bazoum, le président de la République, de voir tous les Nigériens unis pour la cause nationale. Nous apportons aussi aux forces de défense et de sécurité notre soutien total pour la lutte quotidienne en vue de la sécurisation de notre pays. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés et présentons nos condoléances aux familles endeuillées. Abondant dans le même sens, le secrétaire général du parti RNDP Anema Banizumbu a vivement salué les nouveaux militants qui, à leur tour, ont pris la parole justement pour expliquer les mobiles de leur adhésion et surtout prôner la paix et le développement du pays. Je voudrais prier Dieu pour qu'il permette à cette colombe d'apporter le message de paix de notre parti partout au Niger et au-delà. Ces travaux se poursuivent actuellement avec la présentation et l'appréciation du projet de rapprochement par les régionaux, dont les conclusions sont attendues dans les prochaines heures.
Une note de sport, l'équipe nationale de football des moins de 23 ans, MENA U23, a décroché hier à Yamoussoukro la qualification au troisième tour des éliminatoires de la CAN U23. Contraint au match nul et vierge au match aller à Niamey, un résultat suffisant pour passer au tour suivant. Hassimi Abdoulaye. C'est avec beaucoup d'engagement que le MENA U23 en blanc a entamé ce match retour face à des éléphants de la Côte d'Ivoire qui l'avaient contraint au match nul 0-0 à l'aller à Niamey. L'objectif étant de bien défendre et de profiter de la vitesse de ses avant-centres que sont Al-Mustafa Al-Kairou et Moussa Ibrahim Didjego. La première mi-temps se termine sur un score de 0 but partout avec une légère domination ivoirienne. À la reprise, le MENA passe à la vitesse supérieure et surprend l'adversaire à la 46e minute. Al-Mustafa Al-Kairou utilise sa vivacité et son efficacité pour ouvrir le score et compliquer davantage la tâche aux Ivoiriens. Poussés par leur public, les éléphants profitent d'une erreur d'appréciation de la défense nigérienne pour égaliser par Seydou Traoré à la 56e minute, 1-1. La suite du match va se résumer en attaque-défense avec des Ivoiriens qui voulaient scorer davantage et des Nigériens qui défendent bien leur léger avantage jusqu'à la fin du temps réglementaire. Un but partout, un score favorable au MENA U23 qui décroche ainsi sa qualification au troisième tour des éliminatoires de la CAN U23. Donc c'est un sentiment de satisfaction et de fierté qui nous anime en ce moment. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents vraiment de l'avoir fait. Ça paraît impossible, mais vous le savez, l'impossible n'est plus nigérien, comme on dit. Vraiment, on a dû travailler dur, il faut le reconnaître. Les enfants vraiment aussi ont accepté de souffrir. Et voilà, le résultat est positif aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, je pense qu'ils nous ont beaucoup sous-estimés. Mais on a démontré que le Nigérien, quand on le bouscule de cette manière, vraiment, il se révolte. Et quand il se révolte, vraiment, il peut vraiment déplacer une montagne. Je pense qu'on a travaillé très dur pendant la préparation. On a su bien préparer ces deux matchs. On a fait preuve de combativité et on a fait la différence aujourd'hui. Les mots nous manquent pour exprimer notre joie. Les Ivoiriens nous ont sous-estimés, mais nous avons décroché la qualification. Tous les Nigériens qui sont ici sont contents. Il y a ceux qui offrent même à manger gratuitement. Le MENA va affronter pour le troisième tour le vainqueur du match Bénin-Soudan. A noter qu'à l'issue du troisième tour, 7 pays vont s'ajouter au Maroc, pays organisateur, pour disputer la phase finale de la CAN U23. Les 3 premiers de la compétition se qualifient aux Jeux Olympiques Paris 2024. En effet, pour le troisième tour de ces éliminatoires, le MENA U23 va affronter les Faucons U23 du Soudan, une équipe soudanaise qui vient de décrocher sa qualification il y a quelques heures face aux écureuils du Bénin. Malgré sa défaite 3-1, le Soudan se qualifie grâce à sa victoire 2-0 au match aller. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur la chaîne nationale. Bonsoir.